Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Noah. Disputandum aujourd'hui s'intéresse aux violences faites aux femmes et aux homicides conjugaux perpétrés contre les femmes. Tout de suite, on écoute ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... C'était le 10 octobre dernier à l'Assemblée nationale. Aurélien Pradier, député du Lot et secrétaire général Les Républicains, dresse le décompte des femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint depuis le début de l'année 2019. À la date du mercredi 13 novembre, le décompte s'établit à 133 femmes tuées depuis le début de l'année. Pour en parler, je suis entouré de Morgane Célimane. Bonjour madame. Vous avez publié le récit des violences que votre ancien conjoint vous a fait subir pendant 4 ans dans un livre intitulé « Il m'a volé ma vie », paru aux éditions chez XO Éditions, c'était il y a 4 ans. À vos côtés, Françoise Petit. Bonjour madame. Vous êtes militante au planning familial à Poitiers. Vous avez participé aux travaux du Grenelle ici en région en participant donc au Grenelle local. En face, Alexia Delbray. Bonjour madame, vous êtes psychiatre et médecin légiste au CHU de Poitiers. Vous êtes la première médecin à avoir mené une étude sur les femmes tuées par leurs compagnons ou ex-compagnons, et vous avez aussi participé à ce Grenelle en local. Enfin, Nicolas Sept, bonjour. Vous êtes procureur de la République au tribunal de Saintes, en Charente-Maritime. Vous êtes à l'origine d'un dispositif sur le suivi renforcé des auteurs de violences conjugales, dispositif expérimental pour lutter contre la récidive. Merci à vous 4 d'avoir répondu à notre invitation. Et vous qui nous regardez, réagissez sur nos réseaux sociaux, #Noah. L'une des dernières victimes en date, c'était lundi 11 novembre en Alsace, à Oberhofen-sur-Moder. Une mère de famille en instance de divorce succombe à un coup de couteau porté par son mari. Sa fille de 20 ans, présente au moment des faits, témoigne. Anne-Laure Marie et Marie-Christine Lang. Stella a 20 ans, elle est encore sous le choc. Sa mère est morte cette nuit dans ses bras, tuée à coups de couteau par son mari, avec lequel elle était en instance de divorce, dans la maison qu'ils partageaient toujours, située ici, à Oberhofen. Ça fait 3 à 4 ans qu'ils sont ensemble. 3 à 4 ans qu'elle est rouée de coups, qu'elle n'a jamais voulu parler, par peur pour elle et pour le défendre. On voit où ça mène aujourd'hui. Il est 23h quand sa maman Sylvia, 40 ans, l'appelle à l'aide. Mais quand la jeune femme arrive, il est déjà trop tard. Son mari de 58 ans l'a poignardée et s'est retranché dans la maison avant de se rendre à la police quelques heures plus tard. Dans la ville, c'est le choc, d'autant que c'est le 2e féminicide en peu de temps. C'est la 2e fois depuis 3 ans qu'on a une tuerie comme ça, on ne peut pas le dire autrement. Ça fait quand même un choc. Et comme c'est des voisins par rapport à nous, c'est un peu dur. Sylvia avait déposé une main courante, porté plainte il y a quelques semaines. Les gendarmes sont même venus vendredi dans la soirée pour des disputes. Alors évidemment, pour Stella, comme pour ses voisins qui ont tenté de porter secours à sa mère, il faut faire en sorte que les choses changent. Ils peuvent rien faire. C'est ça qu'il faudrait peut-être changer, quoi. C'est un vrai sentiment d'impuissance. Il faudrait peut-être arriver à protéger les personnes avant qu'un drame arrive. Ça arrive trop souvent et beaucoup de femmes n'en parlent pas. Beaucoup se font taper, voire tuer. Ça reste des histoires vraiment très sourdes. Personne ne le sait. C'est effacé dans l'humanité et il faut que ça se sache. Une enquête est en cours menée par la gendarmerie de Haguenau. Sylvia est la 131e femme qui meurt sous les coups de son conjoint depuis le début de l'année. C'est déjà 10 de plus qu'en 2018. Voilà, plus de 130 femmes victimes depuis le début de l'année. Françoise Petit, vous qui militez au planning familial de la Vienne, ce chiffre, il nous dit quoi ? Il nous dit que c'est très difficile de traiter ce problème à tous les niveaux, qu'on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire, et que le problème de la violence n'est pas pris à la base, au niveau de l'éducation, qu'il faudrait revoir tout ça. D'accord. Alors, peut-être donner quelques chiffres tout de suite en 2017 pour pouvoir comparer. 151 homicides conjugaux ont été recensés en France, dont 130 sur des femmes, au sein de couples officiels ou non officiels. Si on regarde ces chiffres avec un peu plus de détails, chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, il est aussi, on voit aussi qu'il y a
25 enfants de tués en 2017, dont 11 en même temps que l'autre parent. On parle rarement des enfants tués lors d'homicides conjugaux. Dernier chiffre, le nombre d'homicides s'établit l'an dernier à 121. À titre de comparaison, sur ces homicides conjugaux l'an dernier en Espagne, 47 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. On voit la différence. Les violences conjugales, elles, en général, elles touchent plus de 200 000 femmes chaque année en France. Voilà pour les chiffres, ils sont très élevés. Ces violences faites aux femmes font l'objet d'un Grenelle lancé le 3 septembre dernier par le Premier ministre Édouard Philippe. Au moment du lancement de ce Grenelle, nous sommes allés à la rencontre d'une association participante en Charente, le reportage de Bruno Pilet et de Guillaume Souda. Des stigmates sur son visage et 12 jours d'ITT. Des coups assénés par son ex-compagnon. Vous avez eu peur, quand il vous a mis ce coup, de perdre la vie ou pas? Oui. J'étais là, je fermais les yeux, j'attendais que ça se passe. Qu'est-ce qu'il a fait s'arrêter? Il m'a dit oui, tu fais semblant, et puis là il s'est... Fait semblant d'être au sol et d'avoir mal? Ouais. Vous pleuriez, vous criez? Ouais, je pleurais, ouais, je disais arrête, laisse-moi. La suite pour Karine, cette jeune femme de 20 ans habitant en Charente, ce sont de longues heures passées à l'hôpital, puis dans une gendarmerie pour porter plainte, et enfin ici dans les locaux de France Victimes, qui va la soutenir en attendant un procès. Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est de raconter tout ça à la gendarmerie? C'est d'aller à l'hôpital? C'est de venir de voir le regard des gens. Dans l'entreprise? Dans l'entreprise, oui, et aussi dans la rue? le fait de me dire que voilà, quoi, il m'est arrivé ça, et puis je suis plus jolie, quoi. Je veux savoir si, est-ce que vraiment il voit ce qu'il a fait, quoi. Est-ce que pour lui c'est rien du tout, ou est-ce que vraiment ça l'a percuté dans sa tête? J'ai envie de voir ça. Puis il faut que je le fasse en face à face. Après, fini. Je ne le verrai plus jamais de ma vie. Cette association, agréée par le ministère de la Justice, propose, en plus d'une aide psychologique, un accompagnement social propre à chaque victime. C'est effectivement de déterminer l'hébergement de madame, le loyer, si l'appartement est à son nom ou pas, si les comptes sont ouverts aux deux noms ou simplement elle a son compte privé. C'est aussi d'envisager l'avenir avec elle. Karine souhaite désormais quitter la région pour se reconstruire. En Charente, 400 plaintes pour violences conjugales ont été recensées en 2018. Morgane Seliman, je me tourne vers vous. Ce reportage, j'imagine que ça parle pour vous, mais ça, c'est la fin du parcours. Oui, c'est la fin du parcours, oui et non, parce qu'en même temps, la fin du parcours est très très longue. C'est-à-dire que vous avez donc publié ce récit dans lequel vous racontez les violences dont vous avez été la victime de votre ex-conjoint. Qu'est-ce qui a déclenché ces violences? Parce que vous avez vécu 6 ans ensemble, donc pendant 2 années, il n'y a pas eu de violence. Si, il y a eu des violences, mais en fait, pour moi, à ce moment-là, c'est pas de la violence conjugale. Pour moi, on est juste un couple avec 2 forts caractères auxquels on se dispute. Ça va devenir, pour moi, de la violence conjugale à partir du moment où je vais être enceinte et je vais plus lui répondre et je vais penser qu'à me protéger. C'est là que les choses vont basculer. Alors justement, les premières violences, elles interviennent à quel moment? Quand vous êtes enceinte, c'est ça? Oui, précisément, parce que je pense que dans leur tête, il y a une sorte de déclic, on leur appartient tout d'un coup. Alexia Delvrey, vous qui êtes médecin légiste au CHU de Poitiers et psychiatre, ce que madame explique, comment l'interprétez-vous? C'est extrêmement fréquent d'avoir un début des violences au moment de la grossesse, effectivement. Il y a ce bébé qui va arriver, qui constitue un tiers et qui peut quelque part créer de la distance au sein du couple. Et avec le risque, c'est le risque d'une première perte, en fait, c'est que sa femme, au lieu de rester sa femme, devienne une mère, et elle prend un autre rôle à ce moment-là qui peut créer cette distance qui devient dangereuse, en fait. Dans l'esprit de l'auteur, il commence à y avoir une perte de maîtrise et une perte de possession de la compagnie. Donc c'est à partir de ce moment-là que les choses commencent à basculer?
C'est souvent à partir de ce moment-là que les choses commencent à basculer. Alors effectivement, quand on regarde avec le recul ce type de situation, on voit ce que décrit Mme Seliman, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait avant déjà des choses qui pouvaient être de la violence conjugale, mais qui souvent ne sont pas interprétées comme telles. Ça peut être interprété comme du conflit. Le fait d'être en capacité de pouvoir répondre un peu à l'auteur va faire dire à la victime qu'elle n'est pas dans une situation de violence conjugale ou que non, c'est pas ce qu'elle est en train de vivre. Or, ça en est. Et parfois, on a aussi beaucoup plus de violence psychologique avant, avec un début d'emprise sur la victime qui va aller se transformer au moment de la grossesse en violence physique qui viennent s'y ajouter. Madame Seliman, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous dites? Je pense qu'on est dans un état d'esprit où quand je suis enceinte, on a juste envie de construire une famille. Donc on se dit que ça va passer, que quand le bébé va être là, ça va aller mieux. Et en fait, non, parce que pour revenir sur ce que disait madame, effectivement, petite anecdote, un jour où je vais parler à mon fils et je vais lui dire c'est qui l'amour de ma vie? Et mon ex-conjoint va intervenir en disant mais c'est pas moi l'amour de ta vie. Monsieur le procureur, est-ce qu'il y a une possibilité de réponse dès les premières violences telles qu'elles sont décrites sur ce plateau en ce moment? Oui, je dirais que ce qui a été expliqué est symptomatique de ce que nous vivons au quotidien. C'est-à-dire qu'en réalité, il faudrait pouvoir agir dès les premières violences, dès la première gifle. Et c'est vrai que les parquets, sur l'ensemble du territoire, ont mis en place la plupart du temps, avec les associations d'ailleurs, de prise en charge des victimes, des stages de sensibilisation qui les amènent à, je parle des auteurs, à réfléchir sur le circuit de la violence, sur pourquoi a-t-on agi ainsi. On parle là des premières violences, c'est-à-dire que si on les prend peut-être le plus vite possible, dès le départ, on évitera les drames que l'on connaît en France depuis maintenant plusieurs années. Alors bien sûr, ces stages ne sont pas la panacée, mais sont des réponses immédiates à certains actes de violence. Et encore une fois, ce que vous expliquiez, madame, en réalité, c'est qu'on se rend compte aussi que les violences, souvent avant d'être dénoncées, elles ont existé déjà pendant plusieurs années. Et que le fait de les révéler, parce qu'il y a un trop-plein, ou parce qu'on a peur, pour votre cas, c'était effectivement le fait d'être enceinte, c'est souvent le révélateur de violences déjà antérieures. Mais rien qu'un exemple, est-ce qu'on est crédible au commissariat quand on dit « j'ai pris une gifle » ? Alors on devrait l'être en tout état de cause, puisque c'est une violence. Françoise Petit. Je pense que de toute façon, ça fait très longtemps que la violence est tabou. Et tout à l'heure, vous parliez de chiffres. Je ne suis pas certaine qu'il n'y avait pas autant de violence avant. Mais ce dont je suis sûre, c'est qu'on ne les disait pas, qu'on les taisait. Et je ne suis pas certaine que les violences ont augmenté. Je n'en suis pas du tout certaine. Même, je serais plutôt optimiste, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y en a moins. Alors, effectivement, quand vous sortez tous ces chiffres, c'est impressionnant. Mais je crois que beaucoup de femmes vivaient les violences sans le dire. Parce que lorsqu'on vit des violences, premièrement, on a honte. Donc on ne va pas les s'inventer. Et deuxièmement, on se sent coupable, ce qui renforce encore plus les choses. Donc autrefois, d'abord, qu'est-ce qu'on disait? On ne parlait pas des violences conjugales, on parlait des crimes passionnels. Comment c'était? Voilà, crime passionnel. Vous parlez d'un crime passionnel, vous. C'est terrible comme formule. Eh bien oui, on parlait de ça. Ça fait pas très longtemps que la presse n'emploie plus ce terme. On a beaucoup œuvré, nous les féministes, pour dire c'est pas possible de dire ça. Mais c'est parce qu'avant, on ne pouvait pas le dire. Et puis ça faisait partie des choses presque normales. Bon, hein. Il lui tape dessus, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Madame Seliman, à ce moment-là? Quand on va au commissariat, vous voulez dire oui. Déjà, oui, il y a l'accueil. Et puis, il y a des choses aussi très, très simples, très techniques. C'est que des fois, on va porter plainte en cachette et qu'il y a tout simplement 4 heures d'attente devant vous. Vous êtes obligé de repartir. Déjà, on ne peut même pas aller plus loin, en fait, déjà, tout simplement. Et puis après, il y a l'accueil. L'accueil qui, des fois, peut être très bon, heureusement. Mais la plupart du temps, il est quand même assez mauvais. Alors, vous parliez, dans votre livre, vous parlez d'emprise. Vous l'avez dit également tout à l'heure. J'aimerais vous demander comment est-ce que ça se manifeste. Maintenant que vous avez le recul, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est dur à expliquer l'emprise, finalement. Mais c'est quelque chose qui nous arrive et qu'on n'identifie pas tout de suite, non? Oui, voilà, complètement. C'est-à-dire qu'on est sous emprise, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça la difficulté de l'emprise. C'est pour ça que madame, elle a du mal à vous dire... Parce que quand elle y était, elle n'en était pas consciente, puisque tout est fait pour qu'on soit dedans et qu'on ne le sache pas. Docteur Delvray, peut-être vous pouvez nous donner un éclairage là-dessus. Quand on parle d'emprise, on parle de quoi?
On parle du fait que l'auteur essaye d'assujettir sa victime. L'autre en face, la partenaire du couple, alors on parle essentiellement des femmes, mais la partenaire doit devenir un objet, c'est-à-dire qu'elle n'a plus le droit de penser par elle-même. Et il y a tout un mécanisme de manipulation qui se met en place de manière à ce que finalement ses actes et ses paroles correspondent en tout point aux attentes de l'auteur. Et c'est assez bien décrit dans le livre de Madame Célimane, où finalement, au fur et à mesure du temps, et notamment pour vous après la grossesse, vous vous mettez non pas à dire que vous n'êtes pas d'accord, mais plutôt à se conformer aux attentes de manière à ce qu'il y ait moins de conflits, à ce que l'auteur ne s'attaque pas à l'enfant, que l'enfant ne voit pas, etc. Et donc, petit à petit, on adopte un comportement comme ça où on ne réfléchit plus par soi-même, mais en fait, on fait les choses que pourrait attendre l'auteur ou ce qui va faire en sorte qu'on va diminuer le conflit, le risque de violence, le risque d'agression verbale aussi. La victime s'adapte à son agresseur? Complètement. Oui, Vous souhaitez réagir? Moi, je confirme, parce qu'effectivement, l'emprise, c'est ce que l'on constate le plus souvent dans les procédures de violence conjugale. Elle se met en place, j'allais dire complètement ce que vous venez d'indiquer, elle se met en place progressivement et avec un certain nombre de brimades. C'est-à-dire, ça peut être des insultes, des brimades, on va subtiliser les clés de la voiture, on va supprimer la carte bancaire, on va finalement bloquer sa victime, pendant que l'auteur, lui, va pouvoir finalement la contrôler, la maîtriser. Et finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, cette procédure d'emprise va aller encore plus loin, et on va passer tout de suite après au stade des violences. C'est-à-dire qu'on est souvent sur le rabaissement de la victime. T'es bonne à rien, tu sers à rien, tu travailles pas, tu fais rien. Et puis, on arrive aussi après aux violences, parce que finalement, c'est confortable pour l'auteur d'avoir ce statut de maîtrise de sa victime. Pour les femmes qui sont sous emprise, par moment, sont... Comment dire, l'auteur de violence fait exister des moments heureux, fait des cadeaux, remet de la joie et du bonheur dans le couple. C'est-à-dire, par moment, la félicite ou lui fait un cadeau, l'emmène au resto, lui fait des trucs, et elle se dit « Ah oui, et finalement... » Oui, en fait, voilà, c'est que dans ces moments d'horreur, même les moments d'accalmie, qui sont très simples, paraissent des moments de bonheur, en fait. Voilà. C'est ça aussi. Et on parle juste d'accalmie. Voilà, en fait, c'est juste un moment d'accalmie. Chez n'importe quel couple, sera un moment normal, même banal. Mais chez nous, en fait, comme c'est un moment d'alchimie, il sera extraordinaire. Et ça permet que ça dure. Où il dira je m'excuse, oui, je recommencerai plus, je pleure, referai plus. Pleure aussi. Voilà. Il pleure. Et, ça aussi, on pleure. Voit, il dit que vraiment, il n'est pas à la hauteur et puis que c'est fini. Et puis qu'il ne recommencera plus. Voilà. Alors, on parlait des dépôts de plainte, là, tout à l'heure. Je vous propose de... On sait que c'est un point crucial, le dépôt de la plainte, mais que c'est aussi un moment un peu compliqué. On nous dit qu'il faut améliorer le recueil des plaintes des femmes victimes. Un accueil spécifique existe notamment au commissariat de Poitiers, où nous sommes allés en reportage il y a quelques semaines. Antoine Morel, Francis Tabuteau. Maman, il faut que ça s'arrête. Avec ces mots, la fille de Frédéric parvient à convaincre sa mère de porter plainte contre son ex-conjoint qui la harcèle. Le premier pas est compliqué. Donc avec l'aide de ma fille, c'était très bien. Est-ce qu'on va vous croire? C'est surtout ça le problème. Vous pouvez dire plein de choses, qui vous jette par la fenêtre, qui vous coince avec sa voiture contre le mur de mon entreprise. Est-ce que la police va vous croire? Donc là, j'ai eu affaire à quelqu'un, un fonctionnaire qui était à l'écoute. Reconnu coupable de harcèlement, l'ancien petit ami de Frédéric a été condamné cet été en récidive à de la prison ferme. Au commissariat de Poitiers, Cédric est un des 3 enquêteurs en charge des dossiers de violence conjugale. 117 procédures ouvertes depuis le début de l'année. Le policier constate que chaque plainte vient bouleverser la cellule familiale. Les couples se disent souvent on s'aime et donc du coup on ne peut pas se quitter. Donc c'est vrai qu'il y a les conséquences de la vie de tous les jours. Il y a les conséquences surtout quand il y a des enfants parce que du coup on se dit comment ça va se passer la suite. Dans l'engrenage, il y a plein de choses qui font qu'on a une certaine réticence ou pas à venir
de façon spontanée, je dirais, pour revenir déposer plainte. À l'hôtel de police, les victimes ont aussi accès à une intervenante sociale. Chaque jour, Amélie reçoit ici 3 à 4 femmes qui subissent des violences au sein de leur couple. C'est une grande angoisse souvent pour les personnes qui justement se questionnent ou pour lesquelles la procédure judiciaire va s'enclencher. Ça génère beaucoup d'angoisse. Et on sait aussi que parfois la réponse pénale, elle peut être intéressante, ça c'est clair et net. Mais ça peut aussi ajouter de la violence à la violence. Chaque jour, le registre main courante du commissariat se remplit avec des faits d'injures ou de menaces entre époux. Des signalements pas toujours suivis d'une plainte, comme a réussi à le faire Frédéric. Faut se dire que la route est longue derrière après. Mais bon, déjà, quand on a fait le premier pas, c'est le plus dur. Aujourd'hui soulagé, Frédéric redoute malgré tout la sortie de prison de son ex-conjoint. Morgane Silleman, je me tourne à nouveau vers vous. Lors de votre premier dépôt de plainte, est-ce que vous avez bénéficié de ce même dispositif, comme on a pu le voir dans le reportage? Lors du premier dépôt de plainte, non, pas du tout. Ça se passe comment, le premier dépôt de plainte, justement, pour vous? Le premier dépôt de plainte, pour moi, où je vais être jugée, en fait, ça va être dur, en fait. Heureusement, je me dis, heureusement, j'ai été forte pour pouvoir y retourner d'autres fois, parce que le premier, on va me juger, en fait. On va me demander, j'ai la honte, et puis on va me demander ce que je lui ai fait. Et ça, ça va être... on retourne le problème. Voilà. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'il soit énervé comme ça, en fait? Parce que, comme a dit la dame, on a toujours l'impression de ce qui nous arrive, c'est tellement extraordinaire. Et ils font des trucs tellement de fous qu'on se dit, quand on va le raconter, personne ne va nous croire. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, mais par la suite, j'ai eu d'autres accueils où j'étais très bien reçue, où le policier m'a emmené voir, effectivement, l'assistante sociale. Et là, je pense que ça devrait être nécessaire dans ces cas-là. Lors de ces premiers dépôts de plainte où on retourne le problème, vous ressentez quoi en rentrant chez vous? Je suis dégoûtée parce que déjà, en fait, c'est hyper compliqué, ne serait-ce qu'à ce moment-là, j'habite à la campagne, donc ne serait-ce que pour aller au commissariat, enfin la gendarmerie, c'est compliqué, j'ai pas le permis, donc c'est toute une aventure. Et on se dit qu'on a le courage d'y aller, et en fait, arriver là-bas, d'être mal reçu, c'est un coup à plus jamais y retourner, en fait. Mais vous rentrez dans quel état d'esprit? Vous êtes désespéré en rentrant chez vous? Je suis dégoûtée, je suis désespérée, je suis dégoûtée, et je me dis que la justice... Mais vous rentrez chez vous? Bah oui, parce que où aller? En même temps, on est dans un monde où on fait que ça fait peur de porter plainte parce qu'on se dit, on ne sait pas s'il va aller en prison et après, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va faire? Enfin, c'est bien sûr qu'on rentre. Alors, lors de ce premier dépôt de plainte, vous arrivez avec un certificat médical peut-être? Est-ce que vous avez un peu d'éléments à leur fournir aux policiers? En fait, c'est aussi bête que ça, mais le jour où j'ai le courage d'y aller, c'est parce que justement, je ne suis pas blessée. Je suis pas blessée et que je suis en forme ce jour-là. Et c'est pour ça que je vais avoir le courage d'y aller. Parce qu'en fait, aussi... bête que c'est, mais les coups, ça fait mal, en fait. Il y a des jours où on ne peut pas se déplacer, il y a des jours où on ne peut pas marcher parce qu'on a trop mal. Et donc, enfin, ce jour-là où j'ai la force d'y aller, malheureusement, j'ai pas de traces, je suis pas enfin, des petits bleus, mais ça aurait pu être moi, je suis pas en sang, quoi. Donc, ça va rester ma parole contre la sienne, et on me dit qu'éventuellement, il sera convoqué d'ici 3 semaines. Mais on ne peut pas vivre comme ça, c'est... Convoqué d'ici 3 semaines, Nicolas Sept, c'est le cours normal des choses? Non, c'est pas le cours normal des choses, parce que... Ce qui doit se passer, c'est effectivement que le plaintier, ce qu'on appelle le plaintier commissariat, doit être formé pour recevoir la parole des victimes. Il faut savoir qu'une victime qui vient déjà, qui a la force de déposer plainte, venir au commissariat, d'ouvrir une porte, si elle est mal reçue, il y a à peu près 9 chances sur 10 pour qu'elle ne revienne pas. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que les agents d'accueil, les policiers à l'accueil ou les gendarmes à l'accueil soient formés au recueil de la parole des victimes. Je voudrais juste ajouter que, en plus de ça, on sait aujourd'hui, on le sait, on le dit, nous, en tant que magistrats du parquet, aux officiers de police judiciaire, on leur dit, vous savez, quand une victime vient au commissariat ou à la gendarmerie, elle est déjà fragilisée par le dépôt de plainte parce que, comme vous le soulignez, c'est un monde qui va s'écrouler peut-être. C'est-à-dire, est-ce qu'on va me croire? Ça, c'est la première des questions que se pose la victime. Mais sans préjuger de la parole de la victime, c'est souvent le premier pas vers la désintégration de la cellule familiale. Donc il y a le poids de la culpabilité de la victime qui vient déjà faire l'effort de déposer plainte et qui elle-même va se culpabiliser d'avoir finalement déposé plainte. Donc si l'accueil au commissariat ou à la gendarmerie n'est pas performant, cette victime, on la perd. Et c'est là que parfois on assiste à des situations où on a des victimes qui sont victimes et pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et ça, vous le racontez très bien, Morgane Silleman, le fait que vous aviez ce rêve d'une vie de famille et que ça vous a souvent freiné, en tout cas,
fait beaucoup réfléchir dans vos démarches de porter plainte. Oui, bien sûr. Et puis, un truc tout bête, on a l'impression de trahir l'autre. Alors que c'est nous qui sommes victimes et tout, on a cette sensation de trahir l'autre. Alors, dans le reportage, on a vu ce nouveau dispositif qui est mis en place, le policier qui recueille le dépôt de plainte, la structure associative qui accompagne la personne qui a déposé plainte. Aux forces, c'est un accompagnement social proposé dans les commissariats et aux forces de l'ordre, donc le traitement de la plainte et le suivi plus personnel, donc l'accompagnement social des victimes. Alors il y avait des journées nationales des intervenants sociaux dans les commissariats et dans les gendarmeries qui se sont tenues vendredi dernier, vendredi 8 novembre à Paris. Sur quel point faut-il encore travailler? Nous avons posé la question à Pascal Dubois, président de l'ANISCG. On l'écoute. Je pense qu'il y a encore une marge de progression qu'on peut avoir simplement aussi dans la meilleure connaissance de ce que peut faire l'un et l'autre. Aujourd'hui, quand une victime se plaint auprès du milieu associatif de violences conjugales ou autres, souvent la réponse qu'on lui fait, c'est « il faut aller au commissariat, il faut déposer plainte ». Le dépôt de plainte en soi, c'est quelque chose d'important, mais il n'y a pas que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les intervenants sociaux sont plus aptes à faire comprendre aussi aux services sociaux de la commune où ils travaillent l'intérêt peut-être d'abord d'une écoute, d'une prise en charge avant le dépôt de plainte. Le dépôt de plainte n'est pas la panacée. C'est important, bien évidemment, c'est important, c'est le premier acte de la procédure judiciaire, mais je crois que les efforts qu'on doit faire aujourd'hui, c'est plus en termes de circulation d'informations. Circulation de l'information, Madame Petit. Oui, c'est exactement ce que j'avais envie de dire. Lorsque nous rencontrons des femmes victimes de violences conjugales, souvent, parler de porter plainte leur fait peur. C'est-à-dire qu'elles se referment quand on leur parle de porter plainte. Donc nous, on a pris comme habitude de ne pas parler de porter plainte dès le début et de faire ce que dit cette dame, c'est-à-dire de l'écouter. Parce que la plupart des femmes victimes de violences ont besoin de parler, ont besoin de dire les choses qu'elles ont vécues et qu'elles ressentent. Et elles ont besoin qu'on les croie. Donc si on les écoute et qu'on les croit, on les aide à aller plus loin, à avancer, à faire un pas. Et après, elles seront prêtes à aller porter plainte. Mais j'ai remarqué que si on commence à parler de ça, hop, elle se referme, elle se rétracte. Donc, c'est pas la bonne chose de dire tout de suite, il faut porter plainte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Alexia Delbrey, vous, en tant que médecin légiste, est-ce que je pense que vous êtes amené à constater des blessures, dont des femmes qui ont été victimes de coups. Comment est-ce que ça se passe ? Alors c'est généralement après un dépôt de plainte, justement, à la demande des forces de l'ordre, où il y a un rendez-vous pris dans une unité médico-judiciaire. C'est pas le médecin généraliste qui envoie son patient vous voir ? Non, c'est pas le médecin généraliste. En règle générale, ça vient à la suite et dans le cadre d'une procédure judiciaire pour la plupart des cas. Il y a certaines unités médico-judiciaires qui sont déjà ouvertes à la consultation sans réquisition judiciaire. Nous, c'est un projet qui va bientôt, j'espère, se mettre en place de manière à pouvoir ouvrir de manière plus large notre consultation et la rédaction de certificats au CHU de Poitiers. Mais sinon, le rôle du médecin légiste est de venir constater lorsqu'une personne a été blessée à la suite d'une agression ou d'un accident, de venir constater quelles sont ses blessures physiques, mais aussi quel est son retentissement psychologique à la suite de cette agression. Ensuite, on dresse un certificat complet, complètement descriptif de ce que la personne a pu nous raconter, mais également de ce qu'on a constaté suite à un examen médical et à un entretien avec elle, psychologique. Et ce certificat est renvoyé à l'officier de police judiciaire dans le cadre de la procédure judiciaire. Nicolas Sept, vous vous basez là-dessus ? Quand vous travaillez ? Absolument. Les certificats médicaux sont essentiels, d'où la nécessité aussi d'avoir des certificats médicaux pour stabiliser la procédure judiciaire et pour permettre à l'autorité judiciaire derrière qui va juger d'avoir une description, alors physique bien évidemment, mais j'insiste, vous l'avez souligné, docteur, c'est vrai qu'il faut aussi que l'ensemble des blessures et des préjudices soient décrits, c'est-à-dire des préjudices aussi psychologiques. Parce que lorsqu'on parle d'incapacité totale de travail, ce qui est le terme consacré chez nous qui nous permet de déterminer la gravité d'une infraction, il faut aussi voir quel retentissement psychologique. À Saintes, on a au centre hospitalier, notre souhait c'est d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales d'un examen psychologique. Alors,
qui sera proposé à la victime. Hein, ce sera sur la base d'une acceptation de la part de la victime, mais pour définir, dans certains cas, lorsque les violences ne sont pas que physiques, avoir une définition complète du spectre des violences, et pas s'arrêter uniquement aux traces qui, comme vous le soulignez tout à l'heure, ne sont pas forcément évidentes ou visibles. Voir aussi. Oui, je vous en prie. Lorsque les violences ne sont pas physiques, s'il y a uniquement des violences psychologiques, on est aussi à même de pouvoir rencontrer les victimes et de dresser exactement le même type de certificat. On n'a pas besoin qu'il y ait obligatoirement des violences physiques pour que la personne soit vue par un médecin légiste. Ça, c'est intéressant parce que vous le décrivez dans votre récit. Au départ, ce sont des violences psychologiques. Enfin, faut savoir un truc, souvent on a tendance à faire la différence, mais il n'y a pas de différence. Les violences physiques, c'est juste un petit plus des violences... voilà, enfin, quand je dis un petit plus, c'est un plus. Il n'y a pas soit violence l'un ou l'autre. C'est un ensemble. Et des fois, il y a en plus des coups. Mais c'est la même chose. Et ça permet de donner la juste qualification, je dirais, pénale au fait. Parce qu'on parle de violence conjugale. La violence conjugale, c'est une infraction. Mais vous avez à côté le harcèlement dont on ne parle pas, mais qui souvent accompagne ces violences. Et si si l'autorité judiciaire n'a pas une description complète de ce que la victime a vécu, que ce soit des brimades, que ce soit le fait d'être abaissé quotidiennement, ça c'est du harcèlement, il faut qu'on puisse l'établir. Et c'est sûr qu'il y a la parole de la victime, mais il faut aussi aller chercher les témoignages, et ça c'est plus compliqué. Mais si on a une description médicale, j'allais dire, du psychotrauma, on va effectivement pouvoir nous poursuivre davantage à la juste mesure l'intégralité des dommages subis par les victimes. Alors, on en parlait en tout début de discussion. Ce Grenelle s'est ouvert le 3 septembre dernier. Les mesures, les premières mesures, enfin, en tout cas le retour au public, ce sera le 25 novembre. A-t-on affaire à une prise de conscience enfin collective? Je vous propose de regarder ce récit de Catherine Demangeat. Quand il a lancé la mobilisation générale, Édouard Philippe a tenu à adopter un ton solennel. Quand le conjoint ou l'ex-conjoint rend l'air irrespirable, impunément, je suis convaincu que c'est toute la société qui est non seulement misérable, mais asphyxiée. Il est donc temps que nous assurions à toutes les Françaises le droit de respirer, avec ou sans leur conjoint. Pour assurer la mise en sécurité immédiate des victimes, le Premier ministre annonce la création de 1000 nouvelles places d'hébergement l'an prochain pour un budget de 5 millions d'euros. Autre mesure pour accélérer le cours de la justice, la généralisation du dépôt de plainte à l'hôpital. Le bracelet électronique anti-rapprochement devrait être rendu possible avant même une condamnation. Des procureurs spécialisés seront désignés dans tous les tribunaux. Le Premier ministre évoque enfin la possibilité de suspendre ou d'aménager l'autorité parentale des conjoints violents. Des mesures plutôt bien accueillies par les associations, mais avec des bémols. On a senti quand même une prise de conscience sur le sujet. Il a quand même conclu en disant que finalement, ce n'était pas une question de moyens. Donc on se dit qu'on a encore un petit travail de pédagogie à faire vis-à-vis du Premier ministre. On doit faire changer les comportements et les mentalités de 60 millions de personnes dans ce pays. Ce n'est pas en empilant des mesures qu'on le fera. C'est en menant une politique globale qui va s'attaquer à tous les sujets, et notamment celui de l'éducation. Édouard Philippe a fixé au 25 novembre prochain la fin de la consultation. Mesdames, lorsque vous entendez ce reportage, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'on est face à une réelle prise de conscience collective? Non. Moi, je pense qu'en fait, les 1000 places, elles devraient être créées pour les auteurs. Tant que nous, les victimes, on nous dira qu'il faut partir et nous mettre ailleurs comme des moins que rien, c'est pas à nous de partir. C'est aux auteurs aussi de partir. Voilà, si ces 1000 places, elles étaient créées pour les auteurs, pour les soigner, entre guillemets, voilà, un truc entre le soin et la prison, oui, ça serait bien. Mais là, encore une fois, je trouve qu'on nous victimise encore et on nous met encore une fois à l'écart. On prend le problème par le mauvais côté. C'est très injuste. On éloigne la femme de son domicile, alors que c'est le coupable qu'on devrait éloigner. Enfin, le coupable, il n'est pas encore jugé, mais enfin, c'est quand même lui, l'auteur des faits. On devrait l'éloigner de son domicile au lieu d'éloigner la femme. Alors certains disent, oui, mais il sait où elle est, il peut revenir. Il doit falloir trouver, je pense, des moyens pour qu'il ne revienne pas. La réalité, c'est qu'il faut distinguer deux cas de figure. C'est-à-dire que, judiciairement parlant, nous évinçons toujours l'auteur des faits. C'est-à-dire qu'il ne
ne faut pas se tromper. On a parfois tendance à penser que c'est la double peine pour la victime de quitter, et ça je suis tout à fait d'accord, le domicile conjugal. Il y a hors de question, enfin moi dans la pratique quotidienne, et pour parler au nom de mes collègues, nous ne procédons à l'éviction que de l'auteur. Simplement, il faut savoir qu'il y a des situations, on parlait des places d'hébergement, où les femmes parfois partent d'elles-mêmes et prennent, j'allais dire, les devants, et auquel cas là, il faut avoir effectivement les moyens de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions les femmes qui ont décidé de quitter le domicile conjugal. Il ne faut pas confondre les deux. Je pense qu'il y a un besoin d'hébergement d'urgence pour les femmes qui partent avec leurs enfants, parce que là aussi, il y a cette situation qu'il faut prendre en considération. Et puis, il y a la procédure judiciaire, où là, on va évincer l'auteur, quand bien même le logement appartiendrait à l'auteur des faits. Mais alors, je fais bien la différence. C'est bien le problème. En fait, si elles partent, c'est parce qu'elles savent très bien que la justice va rien faire contre eux, que quand on appelle la police, ça s'est vu avec la femme qui est décédée lundi, et elle l'a appelée vendredi, la gendarmerie, ils n'ont rien fait. Donc forcément qu'elles partent. C'est pas par plaisir qu'elles partent. C'est parce qu'elles n'ont pas le choix, parce qu'elles savent que de l'autre côté, l'auteur, il n'aura rien. C'est une histoire de vie ou de mort, quelquefois, vous l'avez vu. Donc elle s'en va, elle a intérêt à s'en aller, parce que si personne ne vient l'aider, elle s'en va. Si elle pouvait lui dire va-t'en, ça serait bien, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, il faut être réactif, effectivement, au moment où la victime signale sa détresse. Mais vous avez le sentiment, au Palais de Justice de Saintes, d'avoir ce temps de réaction nécessaire face à un dépôt de plainte comme on peut les imaginer? Moi, je ne peux que le penser. Ma pratique me laisse savoir que, en tout cas, je le rappelle aux officiers de police judiciaire, aux policiers, aux gendarmes, quand je les rencontre, j'ai réuni les référents violences intrafamiliales, puisqu'il y a des officiers de police judiciaire formés, il faut le savoir quand même, dans les gendarmeries, dans les services de police. Je les forme et eux forment leurs collègues. Et je leur rappelle à chaque fois qu'il faut traiter avec priorité et en priorité, bien sûr, ces dossiers qui sont extrêmement sensibles. Moi, j'ai le sentiment que aujourd'hui, la société française en son ensemble est prête à faire ce que l'Espagne a fait il y a quelques années et prendre ce virage. Alors, il y a des détracteurs du Grenelle des violences conjugales, mais s'il n'y en avait pas eu, qu'est-ce qu'on aurait dit? Donc, je pense que la mobilisation des services de santé, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, mais aussi du monde associatif. Il ne faut pas les oublier, puisqu'ils sont bien évidemment à l'origine du Grenelle, mais je pense que cette mobilisation générale va de toute façon avoir, il y aura un avant et un après. Quand bien même les mesures ne seraient peut-être pas à la hauteur de ce qu'attendent les associations, il n'en demeure pas moins que chacun à sa mesure peut initier des choses. Je vous en reparlerai. Alors justement, ça nous intéresse. Vous avez mis en place un dispositif particulier, et ça va intéresser Madame Slimane, puisque c'est un suivi renforcé des auteurs de violences. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre en considération la phase d'instruction des dossiers. C'est-à-dire que lorsque l'auteur est entendu, il sort de garde à vue, qu'est-ce qu'on en fait avant son jugement? Vous aviez évoqué tout à l'heure un délai de jugement qui peut être de 3 mois dans les meilleurs cas, à 6 mois, 7 mois, 8 mois. Qu'est-ce qu'on fait de l'auteur? Il faut à ce moment-là le prendre en compte à la fois dans ses problématiques souvent d'addiction, de problématiques de travail et autres, mais il faut aussi lui astreindre, dans le cadre du contrôle judiciaire, ce que nous faisons nous à Saintes, des interdictions. Ces interdictions, c'est interdiction de paraître au domicile, interdiction d'entrer en contact avec la victime. C'est par exemple organiser le passage de bras, ce qu'on appelle le passage de bras quand il y a des enfants dans un lieu neutre. Et tout ça, nous l'organisons, et nous avons recruté via une association socio-judiciaire qui travaille avec le tribunal, une agent spécifiquement dédiée au suivi des auteurs de violences conjugales, et qui va aller contrôler le respect de ces interdictions et obligations qui sont fixées à l'auteur avant son jugement. Avec la possibilité pour la victime, et ça c'est un petit peu la nouveauté aussi, de pouvoir contacter directement cet agent lorsqu'il y a une violation de l'interdiction. Parce que la victime ne va pas forcément, on s'en est rendu compte, spontanément à téléphoner à la police ou à la gendarmerie. Il y a un lien de confiance qui se crée avec l'agent que nous avons recruté, qui vient du secteur médico-social, et qui est à l'écoute et qui peut réagir tout de suite face à une éventuelle réitération ou récidive de l'auteur. Combien d'hommes, pour l'instant, sont suivis par votre dispositif? Là, on est rendu à... Alors, le dispositif a commencé à la mi-septembre. On est à 8 auteurs déjà suivis dans le cadre de ce contrôle judiciaire dit renforcé, qui a vocation à traiter l'auteur des violences conjugales. Madame, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire éviter aussi qu'il s'alcoolise, parce que souvent,
dans des phases d'alcoolisation, les auteurs sont désinhibés, reviennent au domicile, importuner la victime, ou lui téléphone, ou va profiter d'un passage de bras, l'expression est malheureuse, mais au moment où les enfants sont transmis par la maman souvent à l'auteur, eh bien pour, excusez-moi d'expression, remettre une louche, c'est-à-dire soit alimenter le phénomène d'emprise en disant pourquoi tu as déposé plainte, t'aurais pas dû, tu vois ce que tu fais. Donc on est vraiment dans une situation où là on évite ce face-à-face avec la victime dans la phase du contrôle judiciaire qui est souvent quand même largement répandu dans les procédures judiciaires avant jugement. Françoise Petit, comment est-ce que vous... Je voulais demander, je vais répondre à votre question, mais je voulais demander, il n'existe pas un système de boutons sur lequel on peut appuyer? Si, alors c'est le téléphone grave danger, mais qui n'est pas forcément attribué à toutes les victimes. Parce Et pourquoi il y a il y a des règles qui ont été fixées par les législateurs pour l'attribution au téléphone grave danger, et souvent on se confronte au fait que, alors ça va peut-être évoluer avec le Grenelle, mais il faut qu'il y ait une mesure d'éviction qui ait été prononcée pour qu'on puisse attribuer le téléphone grave danger. Et puis il faut l'accord de la victime. Et quelquefois on l'a pas parce que c'est un système de télé, on va dire de géolocalisation. Et parfois la victime ne souhaite pas en disposer. Excusez-moi, je vous ai... je vous en prie, justement, moi j'allais vous demander votre réaction à ce dispositif qui est testé à Saintes. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Oui, je pense, oui, bien sûr. Parce que, voilà... C'est important de contenir l'auteur des violences. C'est important. Et de l'inclure dans la solution? Oui, bien sûr. C'est important c'est important qu'il se sente pas libre et capable, comme a dit monsieur, une fois qu'il s'est alcoolisé, il est désinhibé et il se permet de recommencer. Là, c'est lui qui est sous surveillance. Oui. Parce que, en fait, c'est ça notre objectif, c'est de bien faire sûr, en sorte de prendre ça. en charge le traitement de l'auteur dans ces problématiques. Et alors, ces hommes-là ont droit... on est obligé de leur donner les enfants, ces hommes-là? Alors, pas forcément, justement. Parce que moi, ça me pose un problème quand je vous entends dire ça. On le fait sous le contrôle d'un tiers. Et ce tiers, évidemment, est membre d'une association socio-judiciaire formée. C'est à des points rencontres. Mais ce sont des points rencontres. Ah oui, mais il n'emmène pas les enfants avec lui. Non. Ah, ça me rassure, merci. Madame Silliman, vous avez eu un enfant avec l'homme qui vous a violenté. Comment est-ce que vous réagissez à cette proposition, à cette expérimentation? Moi, je trouve ça très bien, effectivement, parce que le plus délicat, souvent, c'est la passation des enfants. Et ça, c'est pour avoir habité dans beaucoup d'endroits en France. Il se trouve que c'est beaucoup mieux géré en province qu'à Paris. Parce qu'en province, on a des centres qui existent. Il y en a aussi à Paris, mais très peu. Ces fameux centres où les parents peuvent amener un enfant et l'autre, par une autre entrée, vient chercher son enfant. Voilà, tout ça, c'est bien. Il faut plus de choses comme ça. Et je pense que l'expérimentation de monsieur, c'est très bien. Et j'ajoute que c'est un financement, finalement à faible coût, parce qu'on parle aussi beaucoup de coûts et de budget. Mais c'est un dispositif qui coûte finalement pas très cher au regard des bénéfices attendus, et on y a inclus également les collectivités d'agglomération et les élus. C'est-à-dire que les élus sont devenus nos sentinelles en fait de situations de violence conjugale, parce qu'ils financent le dispositif. Et il ne faut pas oublier qu'en milieu rural, c'est parfois plus difficile pour une victime de venir signaler le fait qu'elle est victime de violence. Alors que les maires ruraux sont parfois eux au courant d'un certain nombre de situations. Et on leur a dit, mais justement, vous êtes parfaitement impliqués dans le dispositif, et ils ont tout de suite adhéré. Donc on a à la fois la communauté d'agglomération de Royan, on a Saintes, on a Jonzac qui va rentrer dans le dispositif. Donc c'est déjà trois arrondissements. Et on va progresser, je pense, dans... Le tout, c'est d'avoir un maillage, finalement... De personnes, de sentinelles, moi je les appelle des sentinelles, qui, au-delà des services de police et de gendarmerie, et des associations qui peuvent éventuellement nous signaler des cas qui seraient passés sous le spectre. Alors ce dispositif, il est testé, on l'a bien compris. Vous espérez une généralisation ou pas? Alors, et à quelle échéance? La généralisation sera possible si tel en est le souhait de... Bon, il faut savoir que c'est un dispositif qui a été repris actuellement dans le cadre des réflexions du Grenelle par la haute fonctionnaire en charge de l'égalité homme-femme du ministère de la Justice. Après, la ministre prendra ses décisions sur telle ou telle généralisation de dispositifs mis en place par les parquets. Moi, évidemment, j'espère que ce dispositif intéressera d'autres parquets. En tout cas, j'ai déjà essaimé, j'ai déjà discuté avec d'autres parquets qui sont intéressés, voire même des avocats, des barreaux qui veulent se saisir du dispositif pour pousser à sa mise en œuvre localement. Les retours que vous avez, à la fois des hommes qui sont suivis, de l'association, quel retour est-ce que vous avez jusqu'à présent?
Je pense à une situation notamment que j'ai eu à traiter avec l'agent chargé du suivi qui m'a dit écoutez, pas plus tard qu'hier, j'ai été appelé par l'auteur qui m'a dit là je vais repasser à l'acte, je sens que ça va pas, donc il s'était alcoolisé. Il a téléphoné à son agent et l'agent est intervenu tout de suite pour l'évincer du domicile, lui trouver un logement d'urgence et retravailler ensuite avec lui et avec la victime la situation. Et je pense aussi à une autre situation où on a pu éviter une réitération parce qu'il s'est créé ce lien entre la victime et puis l'agent pour éviter la récidive, parce que nous, c'est quand même ça. À la base, notre objectif, c'est éviter qu'il y ait de nouvelles violences, éviter une réitération des faits. Vous parlez beaucoup d'alcool, en fait. C'est l'un des problèmes dont on ne parle pas, finalement. La plupart du temps, monsieur peut le dire, je pense que la plupart du temps, l'alcool est un facteur de ces histoires-là. Dans les problèmes de violence, il y a l'alcool. Il est déclencheur, voire aggravant des situations. Moi, je vois dans 80... Allez, je vais peut-être grossir le trait, mais 85% des cas, on a un auteur qui a agi sous l'influence de l'alcool. C'est un constat que vous dressez également, madame Également, parmi les victimes que l'on peut recevoir, beaucoup de victimes nous disent mon conjoint est bien lorsqu'il n'est pas alcoolisé. Par contre, dès qu'il est alcoolisé, c'est une autre personne et là, les violences commencent et la peur est là. C'est un constat à la fois sur les victimes, mais aussi dans les cas d'homicide, puisque 50% des homicides ont été commis avec un auteur alcoolisé. Très généralement, pas avec une alcoolisation aiguë dans l'idée de passer à l'acte, on n'est pas là-dedans, mais on est sur des alcoolisations chroniques. Et ce jour-là, l'auteur était alcoolisé. Alors, est-ce que l'une des solutions, ça commence par le traitement de l'alcoolisme ? Justement, moi, ça me fait penser à... Il faut s'occuper de ces hommes-là, pas que les contenir. Parce que les contenir, c'est bien. Et c'est peut-être le rôle de la justice, c'est bien. Mais il faut s'en occuper de ces hommes-là. Je pense qu'il faut... On parle beaucoup de groupes de parole pour ces hommes-là, de groupes de parole d'hommes violents. Il n'y en a pas tant que ça. Ils ne sont pas organisés officiellement. Officiellement, il n'y a pas de groupe de parole organisé. On a besoin de s'occuper d'eux. On ne va pas les laisser comme ça toute leur vie. Il faut s'occuper d'eux. Et c'est pas très, très répandu. Parce que d'abord, les hommes violents ne sont pas très volontaires pour participer à ces groupes de parole. Souvent, ils y participent quand la justice les y oblige. Le met dans la... Comment ça s'appelle ? Moi, j'ai pas les termes de justice. Dans le cadre de la mise à l'épreuve. Voilà. Alors, on leur demande de se soigner ou de participer. Alors, ils y vont obligés, mais ils sont pas tellement volontaires. Mais moi, au planning familial, nous recevons des coups de téléphone d'hommes qui me disent « Je suis violent, je veux me soigner, qu'est-ce que je peux faire ?» Et les Canadiens ont beaucoup travaillé sur cette question. On parle de justice thérapeutique ou de justice restaurative. Moi, j'adhère effectivement à ces innovations qui sont... On montrait au Canada, par exemple, qu'on avait des taux de récidive quand on prenait en compte les problèmes d'addiction qui diminuaient faramineusement. Mais il faut aller en ce sens. Et notre projet, c'est justement de faire en sorte que l'auteur soit accompagné dans ses premières démarches, justement. Madame Delvray, rapidement, ce problème de l'alcool, quelle réponse est-ce que la médecine peut apporter ? Il existe des prises en charge addictologiques. Mais comme le disait Madame Petit, en fait, la première problématique qu'on va rencontrer, c'est l'adhésion de ces hommes à la prise en charge. Actuellement, on discutait encore la semaine dernière sur la possibilité de créer au sein d'un centre médico-psychologique la possibilité d'avoir des groupes de parole qui pourraient s'associer à une prise en charge individuelle des hommes auteurs de violences conjugales. Mais la première réflexion qu'on se fait, c'est comment les amener à venir à ce groupe. Ils ont des contraintes judiciaires pendant environ 6 mois, pour beaucoup, et pendant ces 6 mois-là, ils vont essayer de s'inclure dans une prise en charge avec une adhésion qui est modérée. Au-delà des 6 mois, en fait, la plupart sont perdus de vue et il n'y a plus cette obligation judiciaire, en fait, ça se perd. Or, il y a un très gros travail à faire, à la fois sur l'alcoolisme, mais aussi dans le cadre du soin, sur la dépression des hommes, sur un mal-être qui peut être ancien, qui peut être lié à des psychotraumatismes anciens pour tous ceux qui ont subi des violences dans l'enfance ou qui ont été témoins également dans leur famille. Et finalement, il y a ce travail sur leur propre personne et tout le travail sur les représentations dans ce contexte de violence conjugale, la représentation de l'homme, de la femme, le rôle de chacun et la place de chacun. Tout ce travail est fondamental dans la prise en charge des auteurs et il faut qu'on puisse savoir comment, en fait, les amener à venir dans ces groupes. Si c'est par un biais judiciaire, est-ce que c'est par un autre biais qu'il faut trouver ? Visiblement, la contrainte fonctionne un peu. Oui, enfin,
Enfin, oui, ils y vont parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais est-ce qu'ils sont vraiment participants au groupe de parole ? On voit dans le cadre du stage de responsabilisation, par exemple, des auteurs de violences conjugales dans le cadre du service pénitentiaire d'insertion et de probation, que ça amène quand même au départ une réflexion de la part de ces hommes qui prennent conscience de certaines choses, qui prennent conscience parfois de la violence qu'ils font subir, qui n'était pas représentée comme telle dans leur esprit, mais aussi de ce qu'ils ont pu subir eux-mêmes et parfois de leur statut de victime. Sauf que cette prise de conscience, il faut qu'elle soit suivie de quelque chose. Donc c'est pas juste un stage de 2-3 jours qu'il faut, mais c'est ce stage plus un suivi par la suite pour qu'ils puissent rebondir et retravailler sur cette prise de conscience. Alors on esquisse des solutions, Morgane Seliman, dans votre livre. Qu'est-ce que vous suggérez ? Par exemple, je vois aux États-Unis, quand on tape une femme, qu'un problème de violence conjugale, c'est quoi qu'il arrive 5 ans pour les auteurs de suivi psychologique, qu'ils veuillent ou qu'ils veuillent pas. Donc la plupart du temps, ils sont pas très chauds au début, mais au bout de 5 ans, au bout de plusieurs années, on arrive à faire un travail. Parce que s'ils y vont pas, c'est la prison. Donc voilà, je pense que les soins, c'est une évidence qu'il faut soigner ces hommes-là, parce que pour ma part, dans tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai encore jamais rencontré un seul auteur qui n'a jamais eu de problème dans son enfance. Ça n'existe pas. C'est forcément des hommes qui sont malades d'une manière ou d'une autre et qu'il faut soigner. Les laisser sans soins, c'est laisser des tueurs sur le bord de la route. Oui. Comment est-ce que vous voyez les choses, vous, Madame Delbray ? On fait face à une maladie psychiatrique grave ou pas ? Dans ces cas de violence, on a affaire à quoi ? On ne peut pas parler de maladie psychiatrique. On n'est pas dans le champ de la maladie mentale. Ce sont des troubles de la personnalité, des constructions de personnalité qui se font avec de nombreuses failles, de nombreuses carences, très souvent des carences abandonniques. Ce sont des personnes qui se sont construites dans l'insécurité et qui réagissent, et qui expriment leurs émotions dans la violence. C'est souvent un manque d'expression qui fait monter la tension psychique et qui fait qu'à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et on s'exprime par la violence. C'est plus facile de cette manière-là et parfois ils ont connu que ça. Il y a des moyens et des stratégies. Il faut déconstruire ces modèles-là. C'est ça. Et comment est-ce qu'on déconstruit ces modèles-là dans la société dans laquelle on vit ? L'éducation. Madame Delbray l'a dit, on commence à remettre les garçons à leur place et les filles à leur place et arrêter de dire ce qu'on dit dans toute la société, quelle est la place des femmes, quelle est la place des filles. La même que celle des hommes ? Non. Je suis désolée, non. Racontez-moi. Mais j'ai pas besoin de vous le raconter, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce regard que certains hommes, je dis pas que tous les hommes, que certains hommes portent sur les femmes qui sont des objets qu'ils peuvent s'approprier, vous l'avez dit tout à l'heure, qui peuvent s'approprier physiquement, sexuellement et tout le reste, parce qu'on n'a pas parlé de sexualité, mais violence et sexualité vont ensemble. Et souvent, c'est lié. Hein. Et on pense qu'on peut s'approprier les femmes, qu'elles sont des objets à utiliser. Et ça vient de l'éducation. C'est important que vous le disiez. C'est important que vous puissiez le dire. Madame Seliman, d'autres propositions peut-être par rapport à ce Grenelle ? Moi, c'est vraiment le soin des auteurs, en fait. Parce que pour nous, aucune femme, je pense, victime de violence peut avancer tant qu'on ne sait pas dans l'insécurité dans laquelle on va être par rapport à l'auteur. Tout à fait. Il faudrait rajouter que... alors, je ne sais pas, c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais peut-être que vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut apprendre aux garçons, aux filles aussi, mais surtout aux garçons, à ne pas être, comment on dit quand on n'est pas satisfait, à être... aidez-moi, voilà, je trouvais plus mon mot. Il faut leur apprendre la frustration. Oui, il faut apprendre aux petits garçons la frustration. Oui. Docteur Delbray, par quoi on commence alors ? Il n'y a pas de piste unique, en fait, dans cette prise en charge des violences conjugales et de l'homicide. Il y a vraiment tous ces champs que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont à travailler et à prendre en compte, je l'espère, dans le cadre du Grenelle, ainsi que l'aspect judiciaire. Mais si on essaye de cibler un seul de ces champs de travail... en fait, on n'arrivera pas à endiguer le phénomène et à faire réduire nos chiffres. C'est vraiment une prise en charge globale
de l'auteur, mais aussi de la victime. Et les suivis rapprochés, comme a pu mettre en place monsieur le procureur, est quelque chose d'essentiel, parce que ça soit du côté de la victime ou que ça soit du côté de l'auteur, plus on va être là et avoir des sollicitations extérieures et cette vision, ce regard extérieur sur chacun des partenaires, plus on pourra les aider à évoluer, ou chacun de leur côté, ou ensemble, tout dépend des circonstances. Mais le suivi rapproché est quelque chose d'essentiel qu'on n'arrive pas, à l'heure actuelle, à mettre en place. Là, il a fallu une personne spécifique et qui soit dédiée à ce travail-là. Mais c'est très important d'y mettre de nombreuses personnes qui puissent assurer ce travail-là. Et du côté des victimes, c'est dans la prise en charge psychique pour aller vers la séparation, vers la dénonciation des faits, etc. On sait que c'est un très long chemin, mais quand on donne des rendez-vous à une victime une fois par mois, qu'est-ce qui se passe pendant tout le long des 3 ou 4 semaines entre les 2 rendez-vous? C'est pas suffisant pour prendre en charge une victime. Alors ça, on prend conscience. Nicolas Sept, lorsqu'une personne accusée d'homicide est condamnée, est-ce que vous avez le sentiment que les peines sont suffisantes? Est-ce qu'on a le quantum de peine suffisant? Alors, c'est difficile de répondre de manière absolue à cette question parce que chaque dossier, alors que ce soit des dossiers de violence conjugale ou des féminicides, chaque dossier est différent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut aussi aborder cette question des violences conjugales ou des féminicides de manière vraiment individuelle. Les peines sont prononcées par les cours d'assises, sont lourdes, évidemment. En tout cas, de ce que j'en connais. Pour les violences conjugales, les peines sont de plus en plus lourdes. Ça, c'est l'Observatoire. 20 ans, 25 ans? Non, on n'est pas sur des peines... Non, je parle des violences conjugales. Violence, pardon, excusez-moi. Les quantums de peine prononcés par les juridictions, alors c'est des études qui le disent, moi je ne fais que reprendre leurs chiffres, disent que les peines sont presque d'1 an en moyenne sur les peines prononcées. Pour les violences, mais après, si vous voulez, la peine, d'abord elle est décidée par le juge, mais c'est toujours contextualisé. C'est un dossier. Dire qu'elle est adaptée, ça va dépendre du dossier, ça va dépendre de l'intensité des blessures, ça va dépendre du retentissement des faits. Enfin, tout est pris en considération par le juge au moment où il va rendre sa décision. Mais le plus important derrière, c'est est-ce qu'on va éviter la récidive ou la réitération? Je crois que la question du soin, on revient là-dessus parce que c'est indispensable. C'est qu'est-ce qui se passe même après le jugement? C'est-à-dire, il y a une peine, très bien, souvent une mise à l'épreuve. Il faut que cette mise à l'épreuve soit efficace et qu'elle soit, évidemment, dans la durée. Vous évoquiez 5 ans. Je pense qu'on peut aller sur ces quantums parce que la loi nous l'autorise. Et puis, au mois de janvier, nous aurons une nouvelle peine qui va sortir et qui s'appelle le sursis probatoire, qui pourra être un sursis probatoire renforcé, qui permettra peut-être d'accompagner encore davantage avec des conseillers d'insertion pénitentiaire formés également spécifiquement à la prise en charge des auteurs de violences conjugales. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait à plusieurs. C'est pas que le ministère de la Justice, mais le ministère de la Justice, c'est toute la chaîne du ministère de la Justice, également le milieu pénitentiaire, l'administration pénitentiaire qui va avoir à gérer les auteurs, qui va aussi travailler sur cette spécificité de la prise en charge des auteurs. On les met en prison, mais après, qu'est-ce qu'on leur fait? Non, mais on les met pendant qu'ils sont en prison. Est-ce qu'on s'occupe d'eux spécifiquement? C'est absolument l'objectif, c'est de prendre en compte le le temps de la ça détention. Ça ne l'était pas, vous êtes d'accord avec moi? Ça pouvait l'être, mais sur des courtes peines d'emprisonnement, il est bien évident, on le sait pertinemment, que le processus de mise en œuvre du soin ne va pas être suffisamment long. Voilà. Enfin, il n'y a pas un temps suffisant pour le mettre en place. Et après, il faudrait dénoncer le problème du manque de structure de prise en charge. Moi, je vois par exemple dans le cadre du contrôle judiciaire renforcé, on leur demande de se présenter dans l'EXAPA, alors les centres de soins en addictologie ou les CMP, et c'est vrai que ces structures sont débordées, donc on obtient des rendez-vous parfois à 1 mois, 1 mois et demi, et c'est déjà trop tard. On arrive un peu à la terme de cette émission. Madame Slimane, quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui aux femmes qui sont victimes de violences? Je leur dirais de ne pas avoir honte d'être victime, et puis de pouvoir parler, c'est ce qui aide en fait, de pouvoir se confier des fois, de parler à quelqu'un. C'est vraiment ça la chose la plus importante pour vous? C'est un début, disons. C'est un début. Madame Petit? Eh bien, il faut libérer la parole, il faut faire comprendre qu'on peut parler de tout, même de ce qui est tabou, parce que si on n'en parle pas, on le laisse sous un couvercle, et dessous ça fermente, et ça c'est pas bien, c'est pas bon. Donc il faut dire aux femmes, dites-le, parlez-en, vous n'êtes pas coupable, ce n'est pas de votre faute. C'est ça qu'il faut leur répéter, ce n'est pas de votre faute. Et on le dit à qui au départ?
À sa meilleure amie, à sa mère? Peut-être, oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé de le dire à quelqu'un proche de moi, bien sûr, oui, oui. Mais je pense aussi, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se pencher sur toutes ces familles où il y a de la violence. On ne se penche pas suffisamment, je crois, et avec assez de... Parce que manque de structure, manque de ci, manque de là. Il y a des tas de familles où il y a de la violence, où naissent ces hommes qui vont devenir violents. Et c'est là que la source est là, dans la famille violente. Il reste moins d'1 minute. Le mot de la fin pour vous, Madame Delvray? À peu près le même, ne pas hésiter à parler, mais pas seulement pour les victimes, aussi pour l'entourage à qui on a dénoncé des faits. L'entourage a un grand rôle à jouer dans la dénonciation des violences et dans la prise en charge des victimes. Et dernier mot, ça sera d'alerter les autorités sur nos besoins, d'avoir du personnel, d'avoir de plus en plus de personnel pour mettre en place ce type de projet, par exemple, mais aussi dans le soin et pouvoir proposer des rendez-vous plus rapprochés aux victimes. Nicolas Sète, dernier mot très rapidement. Le dernier mot, ce sera effectivement insister aussi sur les formations des professionnels, quels qu'ils soient, que ce soit du milieu médical, du milieu judiciaire et bien évidemment des avocats. Merci beaucoup à vous 4 d'avoir accepté notre invitation et je rappelle qu'il existe un numéro d'urgence, le 39 19. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.